Bigot et Juliette Briens jusqu'à midi sur Sud Radio et sur les réseaux sociaux. On parle d'étagère tout de suite, Guillaume Bigot. On parle d'étagère, on parle de vis, on parle d'écrou et on va surtout parler d'un influenceur politique de premier plan, Damien Rieu. Bonjour Damien Rieu. Bonjour Guillaume. Et on va revenir donc sur l'apparition d'un mystérieux hashtag dimanche dernier, hashtag Ikea discrimine. D'où les étagères, d'où les vis, d'où les écrous. Ce hashtag est à l'origine d'un énorme buzz. Et ce buzz, eh bien, vous en êtes l'auteur. Alors on va essayer de comprendre avec vous, comme on dit au cinéma, son making of. Mais avant cela, on va demander à Juliette de nous rappeler les faits. Et oui, la vidéo de monsieur Damien Rieu ici présent qui a diffusé le hashtag Ikea discrimine présente une annonce pour une formation rémunérée offerte par Ikea et débouchant sur un emploi de préparateur de commandes cariste. Cette annonce présente des critères de sélection surprenants. En effet, pour postuler, il fallait 1. Être inscrit à Pôle emploi, jusque-là tout va bien. 2. Avoir un niveau de français de minimum A2, plutôt logique. Et 3. Être réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. Et là, ça bloque. Cette offre d'emploi serait-elle réservée aux seuls réfugiés au détriment des Français? L'info paraît un peu folle. Et c'est en tout cas ce qu'a révélé dénoncé Damien Rieu dans une vidéo sortie sur Telegram, Instagram, Twitter et qui a rapidement fait son petit effet. Dans cette vidéo, vous révélez l'existence d'une agence de recrutement, pas comme les autres, justement à l'origine de cette annonce. Elle s'appelle Each One. Elle est spécialisée dans le placement de réfugiés dans les entreprises françaises. Et vous savez quoi? Elle est copieusement subventionnée par l'État avec plus d'1 million d'euros d'aide en 2019. On va écouter un extrait de votre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un scandale incroyable. On a découvert une alliance entre le gouvernement et les entreprises pour discriminer les Français. Je vous explique. On a tout d'abord trouvé une annonce Ikea qui déclare ne recruter que des réfugiés pour une formation permettant l'accès à un emploi. Une honte, car cette annonce discrimine les Français dans leur propre pays. Mais il y a plus intéressant. Derrière cette discrimination, on a découvert qu'il y a des petits malins qui ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire en fournissant une main-d'œuvre pas chère et docile aux entreprises. Ouais, ça fait son petit effet, en tout cas. Et d'ailleurs, Ikea, je tiens à dire, Ikea France a regretté le malentendu à la suite de la publication d'une offre de formation faite par un de ses partenaires. Alors on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a vraiment un débat là-dessus. Les ambitions, en tout cas, de cette mi-agence, mi-ONG, sont vastes, mais on apprend que pour le moment, les résultats sont un peu poussifs, avec 1 million d'euros d'aide en 2019 et 1200 postes pourvus en 5 ans. On arrive à une moyenne de 240 réfugiés placés. Avec 1 million d'euros de subvention, on arrive donc à financer chaque salaire ou presque. C'est toujours ça de gagner pour les grandes entreprises. Marine Le Pen, qui est proche de vous, a rapidement tweeté: le cabinet Each One organise les recrutements Ikea discrimine et il est soutenu par le gouvernement. Alors que 5,5 millions de Français sont au chômage, cette priorité étrangère est indigne. Hashtag Ikea discrimine les Français avec l'aide d'agences spécialisées et du gouvernement. Le racisme d'État et le racisme systémique existent. 3 petits points, mais contre les Français. J'y mettrai un fin dès mon élection. On a également le Huffington Post, donc dans le camp d'en face, qui s'est un peu moqué de cette réaction éruptive de la présidente du Rassemblement national et qui nous disent: il y a la Marine Le Pen qui prône l'assimilation des immigrés et il y a la Marine Le Pen qui refuse que ceux-ci puissent s'intégrer par le travail. À signaler qu'IKEA et d'autres marques comme Monoprix ou Leclerc ont signé un contrat avec l'agence Each One qui les engage à leur reverser une commission de 15% du salaire annuel de la personne réfugiée, leur permettant ainsi d'inclure dans leur marketing un brin d'amour, un brin d'inclusivité non négligeable par les temps qui courent. Ben oui, Juliette, c'est all inclusive, c'est du win-win. Comme on dit, mais de nombreux médias ont pris le relais afin de dénoncer une fake news grâce au fameux debunk. Mais non, mais les élites françaises sont pas du tout américanisées. Oui, en effet. La même annonce existait sur le site d'IKEA sans mention ni critère de nationalité. C'est pour ça qu'on a accusé donc Damien Rieu de fake news. Le poste étant ouvert à tous, comme ils le disent dans leur communiqué, il y aurait eu confusion grave entre cette formation à l'origine de l'agence Each One et l'offre de poste dans les magasins IKEA. Le mieux, Juliette, c'est pour avoir le cœur net, c'est tout de même d'interroger celui par qui le scandale est arrivé. Alors Damien Rieu, fake news ou pas fake news? Non, pas fake news, puisque évidemment il y a une filière parmi le recrutement Ikea qui réserve un certain nombre de postes de facto pour les migrants. Donc c'est typiquement une discrimination. Et d'ailleurs, il y a une avocate... Pardon de vous interrompre, mais quand vous dites réserve, ça veut dire que c'est interdit aux autres ou il y a une action en particulier à l'endroit de cette... il se trouve que cette formation, et c'est marqué dans l'annonce, cette formation débouche sur des CDD et des CDI. Et d'ailleurs, une avocate dans le Figaro a dit que cette annonce était attaquable en justice. Donc sans présager de ce que pourrait en dire la justice, en tout cas c'était pas du tout une fake news et contrairement à ce qui était dit par des journalistes de gauche, c'est susceptible d'y avoir un recours juridique intéressant contre cette annonce.
Mais tout de même, Ikea a proposé la même annonce aussi, évidemment, plus largement ouverte, après ou avant ou en même temps? Non, mais en même temps, mais je veux dire, évidemment qu'Ikea ne recrute pas que des migrants. Donc oui, il y a des centaines de postes et j'espère qu'on n'en est pas encore là. Donc forcément, Ikea recrute des Français, mais il y a une filière migrants et tout cela est un véritable business. En fait, ce que je dénonce, c'est pas forcément Ikea, c'est derrière à la fois le business de ce qu'on appelle les entreprises à utilité sociale qui jouent sur les deux tableaux, puisque à la fois elles sont subventionnées par le gouvernement, c'est le cas de Ichwan, vous l'avez dit, qui récupère 1 million d'euros de subventions, et en même temps elles récupèrent 15% des salaires des migrants qu'elles placent dans les entreprises. Donc il y a des entreprises qui font du business, et c'est le cas d'Ichwan, qui n'est pas la seule agence à faire ça. Et puis en fait, ce que je dénonce surtout, c'est que l'État se décarcasse pour que les réfugiés trouvent des emplois. Et si l'État pouvait se décarcasser autant pour les Français, ça serait formidable. Parce qu'en fait, tout ce programme fait partie du programme HOPE. Alors le programme HOPE, c'est hébergement, orientation, parcours vers l'emploi. C'est un programme qui est mis en place par l'OFII. Et c'est un programme qui coûte 40 000 euros par réfugié, où on va prendre en charge le réfugié de la formation jusqu'au logement. Éventuellement, on va s'occuper de son déménagement, on va même lui fournir des meubles, on va lui trouver un emploi, on va lui payer sa formation. Voilà. Et tout ça, les chômeurs français ne l'ont pas. Donc ils sont discriminés dans leur propre pays par rapport aux réfugiés qui sont privilégiés. Votre argument, si on l'entend, c'est qu'en fait, il y a, disons, des aides sociales, etc. Mais que ce soit des Français ou des étrangers, des gens qui payent des cotisations sociales. Vous le rappelez, il y a aussi des étrangers qui payent des cotisations sociales. Mais en fait, là, ce sont des réfugiés, donc des gens qui sont hors du système, qui n'ont pas cotisé. C'est ça que vous nous dites aussi. Mais ce que je dénonce, c'est qu'ils sont chouchoutés par un programme anti-chômage pour les faire aller vers l'emploi, dont les Français ne bénéficient pas. Il n'y a aucun Français, aucun chômeur français qui a bénéficié de 40 000 euros d'argent public pour trouver un emploi. Ça n'existe pas. Donc c'est un scandale et c'est du racisme d'État. Quand on parle de racisme systémique et de racisme d'État, oui, ça existe. Est-ce que le terme racisme, alors moi que ce soit choquant, je suis plutôt assez d'accord avec vous finalement, c'est quand même assez choquant, c'est vrai. C'est systémique puisque c'est l'État, c'est le gouvernement. Mélange des genres aussi, je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que le racisme est adapté en fait? Comment vous appelez ça quand j'entends Rokhaya Diallo qui parle de racisme d'État? Qu'est-ce que c'est que le racisme d'État? C'est une préférence étrangère. Donc oui, mais préférence et racisme. Non, racisme. On peut jouer sur les mots si vous voulez. Non, les mots ont un sens. Pardon, les mots ont un sens. Moi, je pense qu'en face, il y a des gens qui délirent complètement. Laura Adler délire complètement quand elle dit si on entend la langue française, c'est à l'attention. Les blancs, c'est délirant. Mais si vous dites que des choses qui sont réservées à des gens qui n'ont pas la nationalité, voire qui ont un statut juridique de réfugié, c'est choquant. Je suis d'accord. Mais si vous appelez ça du racisme, vous là aussi, vous dérapez sur les mots. Il y a une organisation pour que les Français soient discriminés à l'emploi, et c'est l'État qui est derrière cette organisation. Donc, je suis désolé. C'est choquant, mais c'est peut-être pas du racisme. Quoi qu'il en soit, on parle quand même de 1200 réfugiés placés en 5 ans. On n'a pas l'impression que les Français étaient beaucoup, pas discriminés, mais beaucoup en manque. C'est-à-dire que 1200 réfugiés en 5 ans, c'est quand même très peu. Non, mais si on mange le pain des Français, là, c'est quelques miettes. C'est un programme parmi d'autres. On sait aujourd'hui que les migrants, les réfugiés, les mineurs isolés, comme on dit, coûtent une fortune au département. Pareil, dans ces eaux-là, 40 000 euros par an au département. Les départements sont en train de crouler. Aujourd'hui, toutes les places d'hébergement, et ça je vais faire l'objet d'une vidéo là-dessus, vous savez que 21% des chambres d'hôtel en Ile-de-France sont occupées pour l'hébergement d'urgence, qui est à 80% pour des migrants et des réfugiés. On parle de milliers et de milliers de chambres d'hôtel. C'est vous qui payez. Donc il y a aussi tout ce problème-là. Et en fait, on voit que le gouvernement sort les millions et les milliards pour les réfugiés. Nous, on aimerait bien la même chose pour les Français. Mais cela dit, si on revient à ce que vous disiez, discrimination, parce que par exemple, les Français n'ont pas les aides qu'on a proposées à ces réfugiés, y compris dans le cadre de ce programme. Si on suit votre raisonnement, à chaque fois que vous verrez un étranger ou un réfugié en situation légale qui reçoit un petit hubble ou alors une aide plus ou moins grosse, vous parlerez de discrimination au seul prétexte qu'il y a un Français en face qu'on n'a pas, quoi. Mais votre problème, c'est les réfugiés ou les étrangers, c'est pas le... Et évidemment. Ouais, on est d'accord. Évidemment, je vous cache pas qu'il y a un petit problème d'immigration en France. Non, mais ça j'ai bien compris que c'était votre combat. Et que les Français, sont un petit peu conscients de ce sujet-là. Bon, la discrimination est un prétexte. Mais c'est comme vous savez, c'est comme sur l'AME. Les Français payent leurs soins par leurs cotisations et les réfugiés, les migrants sont exonérés. Vous avez vu cette vidéo sur le livre noir qui est passée il y a 48 heures où on a un clandestin qui explique non mais moi j'ai pas payé mes frais de santé, je me suis fait opérer. J'ai l'impression que tout le monde est là aussi il y a discrimination. Mais le pays qui a longtemps fermé les yeux et qui a fait l'autruche était en train de sortir la tête du sable et d'observer et d'accepter cette réalité dont certains ponts sont choquants. Mais en effet, qu'il y ait des réfugiés et par définition pas beaucoup de réfugiés, c'est pas si choquant. C'est un peu
que quand même, si ce sont de vrais réfugiés, c'est un peu l'honneur de la France. Vous savez, le droit d'asile à la base, c'est pour des gens comme Julian Assange, c'est pour des réfugiés politiques, pour des dissidents. Mais ceux-là, il faut bien leur réserver quelques. Bah oui, écoutez, si c'était ça le problème, ça serait même pas un sujet. Moi, je serais en train de faire autre chose. On parlerait peut-être de 1000, 2000, 3000 personnes, vraiment des gens. Les républicains espagnols qu'on avait de l'autre côté des Pyrénées, ils n'étaient pas 1000 ou 2000 et c'était pas tous des Julian Assange. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, et je suis pas le seul à le dire, c'est une opinion qui est communément admise. Ce droit d'asile est largement détourné, et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui s'inventent une homosexualité pour bénéficier d'une protection parce que dans leur pays, il y aurait de l'homophobie. Mais alors, dans ce cas-là, attention, parce qu'il y a de l'homophobie dans 2 milliards pour 2 milliards d'habitants. Donc, ça va être assez compliqué. Moi, j'ai envie. On va rester avec nous parce que j'ai envie de vous demander comment finalement vous avez trouvé cette vidéo et comment vous avez lancé ça sur les réseaux. Vous avez monté cette vidéo. Exactement. Nous sommes avec Damien Rieu, un homme qui parle très peu aux médias, mais qui sait parler à l'oreille des réseaux sociaux. C'est l'influenceur politique du moment, l'un de ceux qui font la pluie et le beau temps dans son camp politique sur les réseaux, qui va vous livrer son analyse sur la campagne. Et vous l'avez forcément croisé au moins sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. On va en parler avec vous d'ailleurs, Damien Rieu. Restez avec nous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Jusqu'à midi, les stratégies des différentes équipes, des différents mouvements et des différents courants politiques sur les réseaux sociaux avec Juliette Briens et avec Guillaume Bigot. Exactement, Jean-Marie, et nous sommes avec Damien Rieu. Damien Rieu, qu'on entend peu dans les médias, et pourtant c'est quelqu'un qui a une influence considérable sur les réseaux. Vous savez, c'est ce jeune cadre avec un pull sur les épaules qui sirotait tranquillement un café lorsqu'il a interpellé Éric Dupond-Moretti himself en le traitant de pitbull à Rolex. Alors j'étais très jaloux de la punchline pendant la campagne régionale à Péronne dans les Hauts-de-France. Damien Rieu, merci d'avoir répondu à nos questions sur cette polémique Ikea, dont vous avez été le lanceur d'alerte ou le provocateur, c'est selon. Ce sera aux auditeurs de se forger leur opinion. Lanceur d'alerte, c'est en tout cas comme cela que vous vous décrivez sur vos réseaux sociaux, et c'est bien par là qu'on vous connaît. On pourrait dire que vous êtes un peu le benchmark pour beaucoup de militants politiques qui sont de votre camp ou pas de votre camp, mais en tout cas vous avez une véritable efficacité sur les réseaux. Moi je voulais revenir sur l'affaire Ikea. Comment vous avez trouvé cette vidéo? Comment vous avez trouvé cette information? Alors en fait, les gens m'envoient quand ils trouvent des informations, ils savent que je peux les faire buzzer, donc voilà, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient leurs infos, et puis après derrière, c'est l'équipe de F de Souche auquel je suis contributeur qui a enquêté, et en tirant sur le fil de cette pelote, on a découvert donc Each One, on a découvert le gouvernement derrière, et voilà, c'est comme ça à chaque fois qu'on fait des enquêtes et des révélations. Est-ce que vous préparez les coups à l'avance avec le Rassemblement national, par exemple? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu après une action avec plusieurs conseillers RN devant un centre Ikea. On a vu que Marine Le Pen a retweeté très rapidement. C'est un peu téléphoné. C'est très bien monté, on va dire. Non, je crois pas. Enfin, on trouve des sujets, on fait des révélations, et après c'est à tous les politiques de s'en emparer. Au Rassemblement national, comme le but c'est que ça rentre dans les médias, ça émerge, et c'est le rôle un petit peu de navire amiral de cette veille de presse et d'enquête. C'est F de Souche qui après irrigue différents médias patriotes ou différents mouvements. Et voilà, c'est en ça qu'ils ont un rôle très utile. Mais moi, il faut revenir sur ce que vous nous dites, qui est très 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 intéressant ce matin. C'est-à-dire, vous nous expliquez que finalement, ce sont des gens qui viennent vous informer. Parce que vous avez, il faut le dire, vous avez 110 000 abonnés sur Twitter, vous avez 124 000 abonnés sur Telegram. Vous me corrigez si c'est pas les infos sont pas bonnes. Sur Telegram beaucoup moins. Non, c'est 12 400. Ah, 12 400. Faut que je change de lunettes, Juliette. On a aussi, moi j'ai une c'est ça qui est travaillé avec des boomers. Sur Getter aussi. 110 000. Ouais, voilà. 110 000 sur Getter. C'est quoi Getter d'ailleurs? Alors Getter, c'est un nouveau réseau social des Trumpiens, de la Trumposphère, qui a débarqué en France. Donc il y a beaucoup de personnalités qui ont été censurées sur Twitter, parce que vous savez que Twitter fait la chasse à la moindre critique de l'immigration. Donc voilà, Getter, c'est le réseau social qui monte en ce moment. D'accord, alternatif. Créé par Jason Miller, un ex-conseiller de Donald Trump. Voilà. Exactement. Ok. Donc vous êtes quand même, vous avez une force de frappe, disons une puissance de feu sur les réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que les informations montent à vous. Or, dans la presse en tout cas, mais aussi dans la police, mais aussi dans les services de renseignement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, effectivement, vous avez soit des correspondants, d'honorables correspondants, comme on dit dans les services, qui viennent vous informer, soit vous avez tellement pignon sur rue que, bien, on va vous apporter des informations. Vous voyez, le canard enchaîné, quand il y a quelque chose à révéler, les gens vont au canard enchaîné. C'est pas le canard enchaîné qui va aux informations. Et ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'un influenceur très important sur les réseaux, il est dans cette situation-là. Il est quasiment, vous êtes en train de disrupter ou d'ubériser la presse.
presse en fait, non? Ouais, c'est ça. Je reçois beaucoup. J'ai trop de messages là. D'ailleurs, j'ai plusieurs heures de retard de messages, d'informations. Avec potentiellement des bombes qu'on m'envoie. Oui, il y a des trucs sur l'hébergement des migrants notamment là qui sont assez savoureux. Donc on m'en envoie beaucoup. J'essaye d'en sortir un maximum, mais il faut étalonner un petit peu. Donc effectivement, parfois lors des attentats, je sors les informations 45 minutes avant BFM ou avant l'AFP. C'était le cas pour l'attaque d'un Pakistanais contre Charlie Hebdo, enfin contre les locaux de Charlie Hebdo, où j'avais quelqu'un sur place qui directement m'a envoyé les informations. Donc, c'est impressionnant. C'est Damien Rieu versus AFP 1-0 quoi. Pas toujours, hein, je vous en prie, mais. Est-ce qu'on peut revenir sur cette vidéo incroyable qui avait fait plus de 6 millions de vues, où vous aviez une altercation avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On va peut-être écouter un extrait de cette vidéo. Vous savez, ici, monsieur Moretti, il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir. L'assassin du juge Michel, ça vous dérange? Il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir ici, malheureusement. Quel dommage, monsieur Moretti. On n'est pas à Fresnes ici, on est à Péronne. Allez promener votre Rolex. Allez promener votre Rolex. Tapez sur mes boutons, c'est pas une Rolex. Oui, c'est une Breguet, ça va encore plus cher. Vous avez vu l'état de la justice en France, vous avez que ça à faire de vous balader. Vous allez tout régler en vacances. Non mais c'était monté, préparé ou pas? C'était monté, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Vous pouvez le dire. Alors il n'y a rien de monté puisque c'est lui qui est venu à ma table. Il est venu 2 fois. Une première fois où j'ai pas réagi, où il m'a montré ses boutons de manchette, parce qu'en fait l'histoire c'est que. Alors attendez, ça c'est un scoop. Vous nous dites que monsieur Damien Rieu est assis sur un café et d'un seul coup le garde des Sceaux vient vous montrer ses boutons de manchette. Oui, parce qu'en fait on a eu une altercation sur Twitter quelques jours avant où il s'est pris en photo en train de coller des affiches avec des boutons de manchette et puis très élégant. Et c'était assez ridicule. Du coup, je m'étais moqué de lui sur Twitter, ça avait buzzé, il l'avait assez mal pris. Et puis là, ce jour-là, il y avait une journée de gauche, de mobilisation contre l'extrême droite. Et monsieur Moretti, qui était en campagne au régional, s'est dit je vais aller me faire Damien Rieu à Péronne, puisqu'il est candidat là-bas. Et donc il est venu sur le marché. Mais bien sûr, donc j'étais au courant à 23h la veille, mais moi, je me suis posé pour prendre mon café au marché, comme je fais à chaque fois. C'est lui qui est venu. Vous avez relevé le gant. C'est lui qui est venu à ma table une première fois. Donc d'abord, il monte ses boutons de manchette en disant ouais, c'est pas bien de m'avoir interpellé là-dessus. Je fais ok, très bien. Et après, il vient à ma table, j'ai pas vu arriver. Et moi, j'étais avec des militants, des filles, une fille de militant. Et puis, il est venu au contact. Donc, je l'ai reçu comme il se doit. Voilà, ça lui apprendra. Il avait qu'à mieux préparer sa joute. Je pense que ça faisait contrôler de votre côté. On aurait même pu imaginer que c'était un coup monté. Et ça faisait très peu contrôler du sien. La vidéo était aussi en partie montée. C'est-à-dire celle qui avait buzzé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le jeu. Non, mais je sais. Parce qu'en fait, l'échange dure 5 minutes. Et je peux pas mettre 5 minutes d'échange sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait un best-of. Ce que j'essaie de préciser, et qui est de bonne guerre aussi, c'est que l'échange que vous avez publié aussi sur votre compte et qui buzz beaucoup est plus à votre avantage que la version intégrale. C'est après, bonne guerre aussi. C'est le jeu de la communication politique. C'est pas de ma faute s'il a des mauvais conseillers ou une mauvaise de com. Après, c'est lui qui a les moyens, pas moi. C'est très drôle parce que ça se réglait un peu à l'épée ou au fleuret. Enfin, c'était interdit, mais enfin, ça se faisait encore jusque dans les années 60. J'ai fait de l'escrime, donc il n'y a pas de problème. Et là maintenant, ça se règle sur Twitter, en fait, par vidéo interposée. C'est-à-dire que vous relevez le gant et entre adversaires politiques. Oui, voilà. Et puis sur le terrain, vos comptes par vidéo. Sur le terrain, quand on se croise, et puis je crois que les avocats sont pas habitués à avoir des contradicteurs. En fait, d'ailleurs, on voit que monsieur Moretti est pas si bon que ça en débat. Et je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, dans les prétoires, effectivement, il intimide par son physique et par sa gouaille, mais en fait il n'est jamais contredit. Un avocat s'est jamais contredit ou très rarement, et donc à mon avis il y avait eu un défaut de répartie puis de manque de préparation parce qu'il aurait pu trouver meilleure réponse, je pense. Est-ce que vous pensez pas que ce genre d'altercation, ce genre de buzz en tout cas sur les réseaux ne fait pas un peu baisser le niveau politique, le niveau du débat? C'est pas moi qui suis ministre de la Justice, c'est pas moi qui me suis abaissé à interpeller un candidat à sa table qui était tranquillement installé, donc c'est lui qui a perdu. Au-delà de cette affaire, plus généralement, cette culture du clash. Non, il faut arrêter. Échanges de tweets aussi. Mais attendez, les débats à l'Assemblée nationale étaient sanglants au début du siècle dernier. Certes, mais avec un peu plus de densité, non? Oui, mais Juliette ont rappelé eux-mêmes que c'était vous qui aviez commencé à le charrier. Vous avez dit vous-même que c'est vous qui aviez commencé à le charrier sur ses boutons de manchette. Ce que veut dire Juliette, c'est est-ce que ça baisse le niveau de la politique, ce genre de clash sur Twitter? Non, c'est faux, je pense pas, parce que vous savez, il y avait des caricatures très violentes, encore une fois, au début du XXe siècle. Donc, fait par des caricaturistes, pas par des candidats. Oui, mais c'est une provocation en soi. Si vous voulez, mais bon, c'est la caricature du 20. C'est le jeu, mais je pense pas qu'il faille y voir. Je suis pas d'accord avec cette analyse. Ça, c'est une analyse de gauche. En fait, Julien Briens vient de faire une analyse de gauche, si je vous suis. Non, mais je vous explique. Tout est là, c'est bon. Là, je vous explique, c'est que les médias, principalement de gauche, ne supportent pas les réseaux sociaux parce qu'il y a de la liberté. Et du coup, ils sont un peu dépassés par ça. Alors, ils expliquent, ils en font un prisme déformant, que cette liberté serait nocive, nuirait au débat. Il y a un vrai mépris. Mais pardon de pas être d'accord avec vous, mais en
regardez ce qui s'est passé en 2017 avec M. Mélenchon. Il était très 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 bon sur les réseaux. Peut-être est-il encore très fort. Quel jugement vous portez sur les uns et les autres, vous, avec votre... Cette fois-ci, retirez votre casquette politique et dites-nous ce que vous pensez des stratégies numériques des uns et des autres, en quelques mots. Alors je pense que les réseaux sociaux ne sont pas décisifs pour les élections. Notamment, il y a une grosse différence avec les États-Unis, c'est que nous ne pouvons pas faire de publicité payante. Et en fait, 90% de l'intérêt des réseaux, et notamment de Facebook, c'est de faire de la publicité payante. Donc en fait, je pense que ça crée de l'atmosphère. Comme les médias créent de l'atmosphère, c'est un des éléments qui peuvent pousser des polémiques. Mais ce n'est pas un moteur de vote, ce n'est pas fondamental. Et puis surtout aujourd'hui, il n'y a personne qui a un avantage concurrentiel sur les autres. Tous les candidats sont sur tous les réseaux, les maîtrisent à peu près. Il y a de temps en temps une petite nouveauté. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça joue pas en termes électoraux. Évidemment, il y en a qui se débrouillent un petit peu mieux. Mais si ça jouait vraiment, on aurait un Florian Philippot, un Nicolas Dupont-Aignan qui aurait un score avec un zéro supplémentaire. Donc la performance sur les réseaux ne se retrouve pas non, pas du tout. Et mobiliser les adhérents peut-être ou les militants. Oui, peut-être. Ça permet de pousser des thématiques. On l'avait vu avec Sandrine Rousseau. Ça, on avait beaucoup parlé. Elle était très performante sur les réseaux sociaux. Elle a perdu la primaire. Non, mais je dis pas que c'est inutile. Mais je pense que électoralement, il faut relativiser. En France, c'est très encadré. On peut pas faire grand chose et c'est pas du tout comparable. D'accord, mais enfin, on n'a pas eu la berlue quand même. Cambridge Analytica, ça a bel et bien existé. C'est une société. Non, c'est fake news, ça aussi. Mais ça, il y a que Nolo qui croit ça. Enfin, c'est vraiment. Ça, c'est les mauvais perdants. Oui, quand on perd un référendum, quand on perd une élection, c'est parce qu'il y a une manipulation. Vous savez, c'est du complotisme. Attends, moi, je serais de la politique. Sincèrement, je ferais de la politique. J'aurais accès à de l'intelligence artificielle. J'aurais accès à des robots. Je serais en mesure de récupérer des millions et des milliards d'informations. Avec la publicité payante derrière. C'est quand on fait du ciblage avec publicité payante derrière. C'est pas possible en France. Donc il faut de la pub pour faire ça. Bah oui. Damien Rieu, vous rappelez que le dernier à avoir perdu une élection, à avoir crié à la manipulation, c'était aussi Donald Trump. Vous l'avez dit à l'instant, c'était du complotisme. D'accord. Mais quand c'est Donald Trump, la gauche dit que c'est du complotisme, et quand c'est la gauche qui voit soit les Russes derrière tout, ou derrière une victoire de Donald Trump, c'est du complotisme. En un mot, c'en était ou pas ? C'est pas du complotisme, pardon. En un mot, c'en était ou pas ? Pour vous, c'en était pas, Donald Trump ? Je pense qu'il y a une culture de la triche aux États-Unis, dans les deux camps. Alors lequel a le plus triché dans les deux camps, je sais pas, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un scoop ce matin, c'est que vous n'êtes pas à gauche. Voilà, ça, je crois que c'est très clair. Et merci infiniment, Damien Rieu. Restez avec nous sur Sud Radio. Bon week-end d'ailleurs. Et vous allez retrouver On parle auto avec Laurence Pernaut et avec Jean-Luc Moreau. Laurence Perrault qui vous embrasse et qui arrive tout de suite d'ailleurs sur Sud Radio.